Phil, on a entendu parler des problèmes de Bethesda avec l'action classe. Tu crois que ça va poser un problème pour la fusion de ZeniMax dans Microsoft? Non, pas du tout. J'ai créé une nouvelle division. Elle s'appelle Vault. Je vais mettre dedans ZeniMax et ainsi Bethesda sera protégé. Phil, tu crois vraiment que la Commission européenne va tomber dans ton entourloupe? C'est un peu gros là. Écoute, là, ça commence à me tendre cette histoire avec Bethesda. Je suis un peu crispé. Alors on va changer de question, ok? J'en ai marre. Aujourd'hui, j'ai rajouté la possibilité de mettre un SSD externe. Maintenant, nous allons écouter le bruit que fait la PS5 lorsque nous rajoutons ce SSD externe. Coupez ça tout de suite! Je vous avais dit de prendre la version pour les journalistes, nom d'un chien! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce samedi. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de PS5, on va parler de la version 2, entre guillemets, d'un jeu qui arrivera fin d'année sur Xbox. On va parler de réparabilité, et oui, un indice de réparabilité, vous allez comprendre ce que c'est. On va parler aussi d'une concurrente à la Switch, une concurrente chinoise, et oui, ça existe. On va parler de OLED et mini LED rapidement, et surtout, on va parler de Bethesda, et oui, Bethesda Microsoft. Est-ce que Bethesda, qui n'était pas finalement le fer de lance des studios avec ZeniMax, le fer de lance des studios Xbox, ne va pas devenir son principal boulet? Commençons par ce jeu qui devrait arriver fin d'année 2021 s'il n'est pas repoussé comme tous les autres jeux. Eh ben pour Xbox, dans le giron de Xbox, sur le Game Pass en particulier, c'est Halo Infinite, un jeu qui avait fait beaucoup discuter de lui. Rappelez-vous, il avait versé de l'encre, comme on dit, parce que quand il était sorti dans la présentation d'une des présentations de Xbox, des jeux en question, qui devaient venir normalement des jeux qui devaient être next-gen, eh bien on avait été tous un peu déçus, pour pas dire fortement déçus par ce jeu, et ça avait d'ailleurs un peu masqué tout le reste de la présentation. Eh bien il est revenu sous de nouvelles images, des images prometteuses. On voit que 343 studios ainsi que d'ailleurs Microsoft, Xbox ont insisté dessus pour vraiment améliorer ce jeu, pour changer totalement la donne et effacer un petit peu on va dire la triste présentation qu'on a eue sur ce jeu la première fois. Et c'est prometteur. Alors ne mettons pas la charrue avant les bœufs. On va attendre un peu plus que de simples images, on va attendre du gameplay par exemple, mais disons que voilà, c'est assez rassurant. Côté PS5, vous savez qu'actuellement on ne peut pas mettre de SSD externe, visiblement il faut attendre un update de la PS5 pour pouvoir mettre le SSD externe, vous savez, dans le logement spécifique. Alors, très bien, moi je dis après tout, bon voilà, c'est un firmware qui va arriver courant de cet été. Ça prend un peu de temps, c'est comme je vous ai rappelé le VRR et le ALLM sur la PS5, mais aussi sur le XH90, mais on m'a dit, bah oui, mais Sony, bon voilà, ils prennent leur temps. Après tout, don't act, comme on dit, je prends acte, et on verra bien. Par contre, ce qui me gêne un petit peu, c'est la petite phrase que j'ai lue, qui dit que pour refroidir le SSD interne, il va falloir, enfin, potentiellement, ils vont permettre de débrider la vitesse de rotation du ventilateur, et donc elle serait un peu plus bruyante que ce qu'elle n'est actuellement. Bon, ça me gêne un petit peu. Ça veut dire quoi, un peu plus bruyante? Si c'est juste un petit peu plus, quelques décibels de plus, ce n'est pas affolant, parce qu'elle est quand même relativement silencieuse. À part son lecteur Blu-ray que je trouve relativement bruyant pour les jeux, quand il se déclenche, pour le reste, je ne l'entends quasiment pas de mon côté. Donc on verra, mais disons que j'ai un peu le syndrome de la PS4 Pro, première du nom, je vous rappelle. Alors je pense qu'elle n'atteindra jamais ce niveau de bruit, ce serait impossible. Je pense que les équipes de Mark Cerny s'y refuseraient, mais on ne sait jamais. Donc voilà, je pose la question simplement, et on verra si on a des réponses là-dessus avant la sortie de ce patch. Côté OLED mini LED, il faut savoir que l'information que je vais vous donner est assez intéressante. En fait, TCL, hormis TCL qui sont des vieux routards, on va dire, du mini LED, les autres se sont mis récemment, Samsung, LG en particulier, Hisense aussi d'ailleurs, se sont tous mis, on va dire, au mini LED plutôt récemment. Et bien écoutez, actuellement, ça veut dire qu'une dalle mini LED leur coûte plus cher à fabriquer, pour LG par exemple, je parle particulièrement de LG, qu'une dalle OLED. Et oui, parce qu'il faut savoir qu'ils ont ouvert une deuxième usine, LG en particulier, une usine où d'ailleurs la main-d'œuvre est moins chère qu'en Corée du Sud. Voilà, et donc ils arrivent à avoir des coûts un peu plus bas que les mini LED qui sont actuellement fabriqués dans des usines où la main-d'œuvre est un peu plus chère. Mais donc ça peut expliquer pourquoi actuellement les prix du mini LED, ils ont d'ailleurs placé les mini LED LG, mais surtout Samsung, plutôt en moyen haut de gamme, et non pas en moyen entrée de gamme. Et bien pourquoi ils l'ont fait? Parce que, effectivement, les dalles coûtent assez cher.
les résultats seront sans doute, je l'espère, on va dire probants, mais disons que ça coûte plus cher à fabriquer que des dalles OLED traditionnelles. Ceci dit, en 2025, en 2025, le schéma sera totalement inversé. C'est-à-dire que les dalles OLED, il y a une projection qui dit qu'elles coûteront 20% de moins à fabriquer, 20% de moins, mais les mini LED coûteront encore beaucoup moins cher. C'est-à-dire que plus le temps va avancer, plus les mini LED seront faciles à fabriquer, alors que les OLED, eh bien il y a déjà l'expérience, et il y a déjà plus de 10 ans pour LG, et gagneront pas beaucoup plus par rapport à la fabrication traditionnelle d'aujourd'hui. Donc, est-ce que le mini LED supplantera le OLED? C'est probable. Pas avant 2025, on va dire, mais c'est probable que petit à petit, il grignote des parts de marché du OLED avant l'arrivée, d'ici quelques années, du micro-LED qui, lui, je pense, enterrera tout le monde le jour où il sera vraiment accessible à tous. On va rapidement parler d'un nouvel indice qui est apparu, et oui, que vous pouvez voir, qui est normalement dans la loi française, à partir du 1er janvier 2021, donc maintenant, c'est l'indice de réparabilité. C'est-à-dire, est-ce que c'est noté sur 10? Est-ce que si vous avez, par exemple, si vous avez 10 sur 10, c'est que votre appareil est totalement et facilement réparable, et pour un prix modique? Si vous avez 0 sur 10, c'est qu'il n'est absolument pas réparable. Et même bien avant 0 sur 10, je vais m'en expliquer. Donc, il est basé sur 5 critères qui sont notés sur 2 chacun, c'est-à-dire la doc, la démontabilité, est-ce qu'il est démontable, le prix des pièces de rechange et l'accessibilité de ces pièces, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont accessibles sur 2, est-ce que le prix est assez bas sur 2, et le dernier point, ça dépend un petit peu de l'appareil, par exemple pour les smartphones, ce serait sur la partie logicielle. Il faut savoir que cet indice de réparabilité est basé sur les smartphones, PC et téléviseurs. Et c'est une auto-évaluation, alors avec des critères assez stricts, mais ça veut dire que chaque marque fait son auto-évaluation. Donc voilà, j'ai 2 problèmes avec cet indice, je vais en parler après, mais par exemple, Samsung, ils ont noté, vous savez, leur série S, la dernière série, est à 8,2 sur 10 en réparabilité, alors que iPhone, la pomme, la marque à la pomme, Apple, a noté leur iPhone et puis leur Mac, d'ailleurs leur MacBook, et leur iPhone, je crois, tourne autour de 6. Alors quel est le problème avec cet indice pour moi? Premièrement, vous pouvez très bien avoir, on va dire 2 par exemple sur la doc, 2 sur la démontabilité par exemple, 2 sur l'accessibilité aux pièces et 0 sur 2 sur le prix. Parce que les pièces seraient horriblement chères. Et bien par exemple, vous voulez changer un écran sur votre smartphone, ça va vous coûter le prix du smartphone. Donc autant dire, vous allez le jeter. Donc vous pouvez très bien avoir 8 sur 10 sur ce smartphone, et pourtant, quand vous allez devoir le réparer, eh bien il ira à la poubelle. Et puis le deuxième critère, c'est l'auto-évaluation. Ok, il y a des critères assez stricts à respecter de la part des constructeurs, lorsqu'ils remplissent, on va dire, ce critère, mais ceci dit, est-ce qu'on peut pas les détourner? Mais bon, c'est toujours intéressant de regarder un peu ce critère, en particulier sur les téléviseurs, je vais regarder s'il est disponible, parce que il est normalement disponible aux consommateurs. Lorsque vous allez commander par exemple un iPhone sur le site Apple, vous allez jusqu'au bout, et cet indice est marqué normalement sur la page d'achat, et donc vous savez le critère qu'il vaut, même si personne ne va le regarder, bien entendu. Parlons rapidement de la concurrente chinoise. Il y en a plusieurs, entre parenthèses, je vais parler de celle-là. La concurrente chinoise de la Switch, celle-là, il y a Neo. Là, il y a Neo, oui, alors attention, ce ne sont pas sur des jeux Nintendo, bien entendu, mais c'est une console portable qui a un écran de 7 pouces, et oui, c'est quand même pas si mal que ça, qui est composée d'un Ryzen 5 4500, une résolution de 1280 sur 800p, avec 16 Go de mémoire, avec 8 mégaoctets entre guillemets de mémoire cache L3, avec en plus un SSD interne, et oui, un SSD interne de 512 Go ou de 1 Tera, selon le modèle que vous choisissez. C'est un modèle qui fait entre... Alors, il y a 2 possibilités pour le Ryzen, c'est-à-dire qu'il peut marcher, la console peut consommer 15 watts ou 5 watts en mode économique. Alors c'est une console qui marche sous Windows 10, c'est-à-dire que tous les jeux Windows marchent, par exemple, vous pouvez très bien avoir le Game Pass sur cette console. Ainsi, la puce de AMD est composée de 6 cœurs GPU Vega pour précision. Alors, quels sont maintenant les résultats? Ils sont pas si mauvais que ça. Par exemple, des jeux comme GTA V, Forza Horizon 4, Skyrim, en détail moyen, ils tournent autour de 60 FPS. Fortnite, par exemple, en détail plus bas, tourne avec 70 FPS, ainsi que Doom Eternal tourne à 60 FPS en détail bas. Et même Cyberpunk en détail bas, Cyberpunk 2077 en détail bas, mais bon, on est sur petit écran, donc voilà, c'est pas la peine non plus d'avoir du ray tracing partout peut-être, ça tourne à 30 FPS. Ce qui montre que quand même, il y a, on va dire, une certaine vélocité dans cette console qui est pour l'instant sur le marché chinois. Oui, parce que c'est une console chinoise, mais qui devrait arriver en Europe. Alors elle devrait arriver en Europe
quand même au prix, et c'est là où ça fait mal, de plus de 500 €. Et oui, donc est-ce que c'est vraiment une concurrence à la Nintendo Switch? Je ne pense pas, parce que bien entendu, si vous voulez jouer à vos jeux Game Pass, je parle par exemple, eh bien, vous avez d'autres solutions que de jouer avec ce type de console. Vous pouvez jouer avec des tablettes par exemple, vous pouvez jouer avec vos téléphones, bientôt dans le futur avec le xCloud par exemple, c'est un exemple. Il y a d'autres comme Stadia, et bien entendu, il y a le cloud comme Stadia, il y a tous les clouds que l'on connaît, hein, Amazon, etc. Est-ce que cette console ne va pas finalement à plus de 500 € mourir avant même de naître, parce qu'on ne peut rien faire d'autre que le jeu dessus? Mais bon, c'était intéressant d'en parler. Et maintenant, on va venir sur Bethesda. Oui, Bethesda qui peut être le boulet futur de Microsoft, et en tout cas qui peut entacher la transaction ZeniMax Microsoft qui se prépare. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une class action qui est entamée depuis 2019 sur Bethesda, contre Bethesda. Et pourquoi? Quelle est la raison? Eh bien, ils avaient vendu des saisons de pass, vous savez, comme ça se fait traditionnellement en 2015, à 30 $. Vous aviez le droit à tous les DLC, du moins c'est ce qu'ils disaient, qui allaient sortir sur Fallout 4 en particulier. Mais en 2017, ils ont créé le Creation Club, qui permettait d'avoir accès à des skins, à des nouvelles capacités et aussi à des petites nouvelles aventures. Et bien entendu, ceux qui avaient le Season Pass qui avait d'ailleurs augmenté à 50 $, entre guillemets, eh bien n'avaient pas accès au contenu du Creation Club. Donc bien entendu, incompréhension de la part de ceux qui ont acheté le Season Pass. D'autant plus que c'est incompréhensible que le président même de Bethesda, au moment où il a créé le Creation Club, il y a eu pas mal de voix qui se sont élevées pour dire que c'était des mods, vous savez, les mods, les modificateurs faits par des, on va dire, des personnes extérieures, des joueurs extérieurs, donc normalement gratuits, et donc qui étaient livrés à l'intérieur de ce, on va dire, ce Creation Club, donc ce n'est pas normal de faire payer. Il a dit non, non, ce n'est pas des mods, ce sont vraiment des mini DLC. Et ensuite, il s'est aperçu, ah oui, mais mini DLC, Season Pass, ah ça colle pas. Donc il n'a plus rien dit, il a arrêté d'en parler. Voilà, c'est un peu le fourbi, c'est un peu le bazar. Là-dessus, j'ai donc deux réflexions à dire. Il faut savoir que le bureau d'avocats contre Bethesda est très actif et veut empêcher la vente. Et oui, pourquoi il veut empêcher la vente? Parce qu'ils disent, et ça c'est intéressant, et il y a eu des précédents, que si jamais Bethesda intègre Microsoft, ils vont intégrer, vous savez, cette nouvelle division qui s'appelle Vault, et je vais en parler, c'est assez intéressant. Et donc s'ils intègrent cette division, ils pourraient être dilués dans Vault, et s'ils sont dilués dans Vault, eh bien finalement, tout ce qui est recours en justice contre eux disparaîtrait, parce que leur nom disparaîtrait au sein de Microsoft. C'est-à-dire qu'au grosso modo, il est difficile de poursuivre une entreprise qui a transférer ses actifs dans une autre division qui n'est plus la même que celle d'origine. Et moi, je vais vous donner le fond de ma pensée, c'est que oui, il y a le loup dans la bergerie. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je trouve le nom Vault assez étrange. Vault fait référence à Fallout 4. Alors vous allez dire super. Sauf que c'est la traduction, dans Fallout 4, des bunkers. Vous savez, les bunkers qui protégeaient les anciens, les réfugiés, contre la guerre atomique. Les bunkers qui protégeaient. Vous ne trouvez pas la relation un peu étrange avec ce qui se passe justement chez Bethesda? Comme la protection de Bethesda, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve également bizarre que Microsoft ait monté ce Vault pour sortir finalement ZeniMax, Bethesda en particulier, de tous les Xbox Game Studios. Voilà, c'est quand même assez, vous voyez ce que je veux dire? Ça sent assez étrange. Alors on nous a sorti bien sûr l'excuse, oui mais l'Europe ne veut pas d'un, on va dire, d'un monopole en termes de jeu. Mais attendez, je veux bien prendre l'Europe pour des idiots, mais ça reste sous le monopole de Microsoft. Je veux dire, il y a le Xbox Game Studio et Vault, c'est quand même sous Microsoft. On peut séparer les entités, certes, mais je pense qu'ils sont pas si idiots que ça en Europe. Je pense que par contre, l'explication pour, on va dire, séparer les Xbox Game Studio du problématique Bethesda est plus plausible. On ne sait jamais, il faut, attention, les recours, c'est 1 milliard de dollars potentiels, voire même plusieurs milliards, s'il y a réparation, dommages et intérêts. Alors, moi, si j'étais Microsoft, je taperais du poing sur la table, je vous le dis tout de suite envers Bethesda, hein. D'ailleurs, ils vont faire une conférence en mars, rappelez-vous. Bethesda, Microsoft, c'est assez intéressant aussi, c'est Bethesda, c'est pas ZeniMax, c'est Bethesda, Microsoft. Je taperai du poing sur la table pour dire, voilà, réglez vos problèmes, messieurs de Bethesda, avant l'acquisition, parce que ça peut, 1, empêcher l'acquisition, ou en tout cas la retarder, ce qui serait assez gênant, et 2, amener des problèmes de Bethesda au sein de Microsoft, parce que rien n'est moins sûr que finalement, même si c'est sous Vault, il n'y ait pas des problèmes juridiques dans le futur. Et le plus simple, ce serait effectivement de donner accès, vous savez, à tout le contenu Creation Club
à tous les possesseurs du Season Pass de Bethesda. Et puis voilà, l'affaire est réglée. Je ne comprends pas cet entêtement, en plus cet entêtement stupide, et en plus, finalement, ils n'ont pas respecté leur accord, donc ils le respectent, et ce sera bien pour tout le monde. Voilà, c'est mon avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.